Bienvenue sur les ondes de Radio Ciel Bleu. Merci de nous recevoir chez vous ce matin. J'ai le plaisir de recevoir alors quelqu'un qui vient souvent à la radio et qui nous amène souvent des gens qu'il connaît, avec qui il travaille. Je parlais de Robert Taurine. Bonjour Robert. Bonjour. Et Robert, si je vous cite en premier, c'est parce que vous nous faites le grand plaisir encore ce matin de nous amener un auteur qui vient de publier un livre qui est dans le cadre d'une série, je crois, qui va... Voilà, c'est une collection chez nous qui s'appelle Je t'écris 2. Donc nous avons fait un premier livre qui s'appelle Je t'écris de Carcassonne. Et nous avons suivi avec la plume de Jacques Ibanez sur Je t'écris de Narbonne, nos voisins immédiats, si je peux dire. Alors Jacques Ibanez, bonjour. Bonjour. Vous avez déjà publié plusieurs ouvrages. Oui, j'ai publié quelques ouvrages, oui. Vous êtes compositeur, chanteur, vous chantez de la poésie. Vous êtes un troubadour des temps modernes. J'aime bien le terme. Hein? J'aime bien le terme parce que le troubadour, effectivement, ne se fixe pas, est invité de ci, de là. Simplement, quelquefois, je sors de l'Occitanie. Je vais dans le nord de la France. Donc, les troubadours, en général, se cantonnaient plutôt dans la partie sud du pays. Et pour ma part, je me promène partout où on me demande. Et puis, vous nous avez amené quelqu'un avec vous, Tristan. Absolument. Tristan, qui est un lecteur. Bonjour Tristan. Bonjour. Tristan qui est un lecteur qui interviendra pendant cette émission. Sur la route de Narbonne, je vous écris de Narbonne et la préface c'est sur la route de Narbonne. Alors sur la route de Narbonne, avec votre famille? Oui, tout à fait. Alors pour moi c'est un petit événement puisque je ne suis pas narbonnais, je suis de Provence. Et j'ai découvert la ville de Narbonne par, je dirais pas par les hasards, si par les hasards de la vie. Ma mère était remariée et à l'âge de 7 ans, nous sommes partis avec mon frère, disons selon d'après les liens de mariage, enfin mon frère qui s'appelait Michel, qui avait exactement le même âge que moi, 2 mois près, donc frère par alliance. Des demi-frères. Demi-frères. Et donc un jour, mon beau-père a dit, eh bien, nous allons aller chez mes parents à Narbonne. Et nous sommes partis donc tout près d'Aix-en-Provence en ronçonnette. Alors la ronçonnette, qu'est-ce qu'une ronçonnette? Je me demandais ce que j'entendais souvent mes parents et ma mère en particulier parler de cette fameuse ronçonnette. Et ça ne me disait rien, je savais que c'était une sorte de mobilette en fait. Et j'ai découvert un jour, par la magie d'Internet, des éléments techniques sur ce véhicule qui était une sorte de vélomoteur, 50 cm3. Il en a été tiré très peu d'exemplaires, 500. Alors ronçonnette, c'était Rhône et Saône, c'était fabriqué du côté de Lyon. Et ces petites machines donc nous permettaient de se déplacer plus rapidement qu'à bicyclette, bien sûr. Et mes parents, donc l'année de nos 7 ans, mon frère et moi, nous ont fait le plaisir d'un premier voyage à Narbonne. Et c'est ainsi que j'ai découvre Nous étions fin des années 50, début des années 60, non? Voilà, c'est ça, c'est tout à fait. Oui, c'est à peu près à l'époque où Charles Trenet était en train de concocter National 7 et sur la route de Narbonne. Et cette fameuse mobilette qui est devenue par la suite la mobilette, parce qu'au départ c'est la ronçonnette, oui. Après on a parlé de la mobilette, après on a parlé du Solex, vous a permis de faire ce voyage, de découvrir en fait la famille de votre papa, parce que c'était votre beau-père, vous dites, oui, mais vous en parlez en disant c'est mon papa. C'est mon père, hein? Tout à fait, Voilà. tout à fait. Et donc, alors j'ai donc vu sur place à Narbonne mon grand-père et ma grand-mère, Nini et Germain, qui sont d'ailleurs cités dans le livre. Et j'ai donc découvert la vie d'à Narbonne. Et vous avez découvert la vie de Narbonne et une vie pas tellement différente de celle que vous aviez du côté d'Aix-en-Provence, toujours le midi. C'était à peu près la même chose, effectivement. Ce qui m'avait beaucoup frappé, donc j'avais 7 ans, et ce qui m'avait frappé, c'était de voir des panneaux qui annonçaient avant l'arrivée sur la ville, Narbonne, son palais des archevêques, Narbonne, enfin tous les monuments étaient signalés comme ça sur plusieurs centaines de mètres. On avait vraiment l'impression d'entrer dans une ville féerique. Pour la rendre un peu plus vivante, cette balade que vous avez fait, parce que c'est une promenade que vous avez fait en définitive, hein, sur des ronçonnettes. C'était un voyage. C'était un vrai voyage. On pourrait demander à Tristan peut-être de nous lire une partie de la préface du livre. Tout à fait. On t'écoute. Nous habitions dans un village près d'Aix-en-Provence. J'avais alors un nouveau papa et un frère, Michel, qui allait sur ses 7 ans tout comme moi. C'est l'été,
Et ce matin-là, nous partons dans un voyage pour Narbonne en ronçonnette. La ronçonnette, c'est comme un vélo avec un petit moteur en plus. Papa a pris Michel sur le siège arrière et je suis avec maman. Incroyable comme on sent l'air quand on roule. Les gens qui nous doublent ou nous croisent en voiture et en camion nous font de grands signes amicaux. Nous nous arrêtons à Pélissane, puis à Salon, puis à Arles, où nous mangeons sur le bord de la route. Nous passons Sète et longeons la mer très longtemps. Nous traversons Béziers. Juste avant d'arriver à Narbonne, tout près de la gare, une série de panneaux dresse le catalogue des merveilles qui nous attendent. Narbonne, sa cathédrale. Narbonne, son palais des archevêques. Narbonne, son musée lapidaire. Pendant ce temps-là, Charlotte René était en train d'écrire la porte du garage et National 7 que toute la France fredonnerait bientôt. C'est l'entame d'une longue histoire, là. Hein. Tout à fait. Cette famille qui va vous recevoir à Narbonne va vous permettre par la suite, des années plus tard, dans une découverte que vous allez faire, de raconter cette histoire qui est racontée dans ce merveilleux livre, parce que ce livre est superbe. Hein. Vous aimez ça? Tout à fait. Alors donc effectivement, j'ai trouvé dans la commode chez mes grands-parents tout un paquet de lettres d'un oncle, donc d'un jeune oncle de ma grand-mère qui était né en 1900, elle. Et lui était né, en 1900, il avait 18 ans très précisément. Et donc c'est donc l'histoire de cette correspondance qui est reproduite dans ce livre, tout du moins on peut l'imaginer. Et là, vous rentrez de plein pied dans une vie narbonnaise que vous imaginiez sûrement pas. Vous découvrez des personnages, vous rencontrez des personnages. Je pense à ce fameux maire, à ce fameux Féroul, qui est un personnage extraordinaire. Absolument. Alors pour moi, Féroul, avant de me pencher sur ce livre, c'était bien sûr une figure emblématique de la ville. C'était une statue qui se dresse à proximité du Palais du Travail à Narbonne, mais je ne savais pas grand-chose sur cet homme. Et j'ai découvert un maire d'abord qui a couvert toute cette période qui entre... Ouais, c'est presque un fil conducteur, hein, cette période. Absolument. Entre la période, c'est 1900-1918. Et durant toute cette période, Ernest Féroul a été donc le maire de Narbonne. Et quel maire! Oui, ben c'est un personnage haut en couleur, qui a su prendre ses responsabilités. On le verra d'ailleurs dans la suite quand nous présentons. C'était une sorte de disciple, entre guillemets, de Jean Jaurès. Jean Jaurès était venu à Narbonne quelques années avant le XXe siècle et avait enflammé son auditoire. Et à la suite du passage de Jean Jaurès, il y avait eu des élections, et c'était donc les socialistes de l'époque qui avaient remporté ces élections fort contestées, parce que il y avait des fraudes, comme il y a toujours eu durant les élections, et là on s'aperçoit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc il y a eu de nouveaux votes, et chaque fois Ernest Féroul a été élu et a donc tenu les rênes de la ville durant en fait plus de 20 ans. Il s'est passé des choses extraordinaires en cette Amérique. À un moment donné, la délation est tombée de partout. On le retrouve dans un épisode assez folklorique quand même. Hein. Tout à fait, oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une opposition qui était très forte. À l'époque, les journalistes et les hommes politiques ne pratiquaient pas le politiquement correct, justement. Ils n'avaient pas leur langue dans la poche, et le vocabulaire est assez fleuri, et on dit les choses quelquefois de façon fort crue. Narbonne s'ouvre au modernisme à cette époque-là. Le téléphone arrive. C'est l'arrivée de la modernité, alors avec le vélocipède, bien sûr. Alors il y avait quand même eu le télégraphe-chape, alors ça remonte au milieu du 19e siècle. Il y avait eu aussi les chemins de fer, mais là c'est bien antérieur. Mais il y a une véritable déferlante à l'orée du 20e siècle, c'est le vélocipède, l'automobile, l'aéroplane, le téléphone et bien d'autres choses encore. Alors tout ça est évoqué à travers une correspondance qu'a Léopold avec sa sœur Antoinette. Absolument. Alors en fait, il s'avère que Antoinette est narbonnaise, tout comme Léopold. Seulement, elle tombe amoureuse d'un nommé Alcide, qui lui est un ouvrier chez Peugeot, et donc elle est obligée de suivre son mari, comme cela se pratique couramment à l'époque, et donc se retrouve en Franche-Comté, dans un village à proximité de Sochaux. Et alors Sochaux, évidemment, c'est le fief de la maison Peugeot. Et elle se trouve à Valentinier, où il y avait une fabrique de vélocipèdes, quelque chose de très important.
Oui, à ce moment-là, Peugeot était beaucoup plus connu, peut-être dans nos régions un peu excentrées, par ses vélocipèdes. On appelait ça des vélocipèdes, des bicyclettes, des vélocipèdes. Les courses de bicyclettes, oui. on appelait ça. Absolument. Plutôt que par ses voitures. Absolument, tout à fait. Là, on était au tout début, évidemment, de l'expansion de l'automobile. Il va y avoir donc, tout le livre va être basé sur cette correspondance entre Léopold et Antoinette. Voilà. Alors, ce n'est pas une correspondance croisée, c'est une correspondance à sens unique, c'est-à-dire c'est le Narbonnais, c'est Léopold, qui écrit à sa sœur et qui lui raconte tout ce qui peut se passer dans cette petite ville qui était forte de 25 à 30 000 habitants à l'époque. C'est donc la vie quotidienne, avec quelquefois le croisement, bien entendu, avec la grande histoire. Mais le plus souvent, ce sont des histoires qui sont des histoires locales, mais très, très significatives. Et ce qui m'a surpris, moi, donc, avec cette correspondance, c'est de constater combien cette époque, qui paraît si lointaine, en fait, était proche dans les mentalités, dans les comportements. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très frappant. On a l'impression, quelquefois, et puis j'ai repris, je me suis passionné, à partir de cette correspondance, je me suis passionné pour cette histoire-là. J'ai donc consulté les gazettes locales, et j'étais vraiment surpris de voir qu'il y avait certaines choses qui paraissaient être d'hier, et en fait, elles avaient plus de 100 ans. Et toute cette époque va être si serrée, si on peut dire, entre des années bien précises. Il va y avoir une lettre, par exemple, pour une année ou 2 années. Ça va pas être une correspondance très très fournie. Grosso modo, c'est 2 à 3 lettres par an. On ne s'écrivait pas énormément à cette époque-là. En revanche, quand on écrivait, c'était assez copieux. C'est le contraire, évidemment, ça n'a rien à voir avec les textos d'aujourd'hui, ou même les courriels que l'on peut envoyer de quelques lignes. Là, quand on s'écrit, c'est avec assez d'abondance, et on relate en général des événements qui se sont passés durant 2, 3 mois, 4 mois. Et quand on allait téléphoner à la poste, parce qu'on allait à la poste à téléphoner, c'est toute la famille qui venait, et la première coup de téléphone, c'était vraiment un événement. Hein. Absolument, absolument. C'était quelque chose d'extraordinaire de pouvoir entendre une voix, en l'occurrence, là, vous faites allusion à une lettre, effectivement, c'était au tout début, c'était en 1900, je crois, et effectivement, brusquement, il y a eu la liaison qui a été donnée sur Carcassonne. Alors, il y avait déjà des liaisons à l'intérieur de Narbonne, mais de Narbonne à Carcassonne, c'était quelque chose de réellement inouï au sens premier du terme. Et Léopold, il va avec ses parents et on téléphone à un cousin qui est à Narbonne. Hein. Exactement, c'est ça, un oncle plus exactement, un oncle qui est à Carcassonne. Et alors, ce qui est extraordinaire, parce que ce livre-là est composé de lettres, mais il est composé aussi d'un très grand nombre de photos et de documents. Bien sûr. Il faut savoir que l'éditeur est également photographe professionnel. Il a tenu à ce que la partie iconographie soit soignée, et on trouve des documents de toute catégorie, on peut dire. Alors pour la partie téléphone dont vous parlez, il y a par exemple la reproduction de l'intégralité de l'annuaire des abonnés de Narbonne. Alors on va dire, si c'est l'annuaire des abonnés de Narbonne, ça va être un peu lassant. En fait, il y avait seulement 2 pages. Et sur ces 2 pages, on constate évidemment qu'il y a bien entendu quelques gros négociants et quelques banques, mais il y a aussi un certain nombre de familles qui sont ce qu'on appelle à Narbonne les familles de Narbonne, quoi. Les grandes familles de Narbonne se retrouvent donc sur cet annuaire. Oui, tout le monde n'avait pas le téléphone à cette époque-là, et puis ce qu'on trouve également, quand j'ai vu ce facsimilé de l'annuaire, vraiment les noms typiquement de notre région. Absolument. Hein, c'est vraiment extraordinaire. Alors je vous propose que j'ai maintenant une petite conversation avec mon ami, je peux dire mon ami Robert Torine, parce qu'il est tellement présent dans notre radio que c'est devenu un ami. Pendant que vous allez prendre votre guitare, et peut-être qu'on pourrait écouter une première chanson de Traînée. Tout à fait, volontiers. Robert, comment vous avez choisi toutes ces photos, toutes ces images? Je crois que c'est quand même Jacques qui a fait l'essentiel de la recherche, notamment aux archives de Narbonne, que nous remercions ici, parce qu'ils ont été précieux. Et puis Jacques, qui n'était pas branché carte postale ancienne, documents anciens, s'est mis à écumer les vies du grenier. Il a trouvé des images extraordinaires, dont certaines sont assez rares. Et nous avons même dedans 2 télégrammes du préfet des événements et des morts de 1907 à Narbonne. Donc c'est vrai que c'est un livre
avec une très grosse iconographie, beaucoup de reproductions en très bonne qualité, des événements de la ville. Et c'est vrai que au fil du temps, moi qui suis biterrois, je découvre cette ville de Narbonne et je l'aime de plus en plus. Et on s'aperçoit que nous avons une histoire commune à travers tous les événements. Et donc, ça a été une découverte. Et je dois remercier Jacques qui a fait un très très gros travail, quoi. Nous, on a, en tant qu'éditeur, nous pilotons un petit peu le navire de loin. Mais il a fait un très gros travail. Je me demande même s'il n'avait pas un lit de camp aux archives, tellement il est resté longtemps là-bas. Alors la qualité des éditions du Bon, on la connaît. On sait très bien que tout ce que vous publiez, c'est vraiment, c'est super, c'est vraiment de très beaux livres. Comment vous avez fait pour rencontrer Jacques? Ça s'est passé comment? Alors, nous avons rencontré Jacques à travers l'auteur de Je t'écris de Carcassonne, Patrice Cartier, qui a publié Jacques dans un récit, un petit peu une marche sur les traces de Giono, et donc aux éditions Pimiento. Et donc Patrice, qui est un bon connaisseur, qui a une bonne plume aussi, m'a dit écoute, je te conseille Jacques, qui est un très bon écrivain. Et bon, voilà, ça a été du bonheur de découvrir Jacques. Donc maintenant, on s'appelle cousin, avec le petit antagonisme entre Narbonnais et Biterrois. Donc, on en parlera, parce qu'on en parle. Oui. Par contre, vous parlez de Jacques Cartier, mais il y a aussi Claude Marty. Oui, de Patrice Cartier et Claude Marty, qui reviendront auprès de ces micros très bientôt, puisque l'année prochaine, en 2013, après la fin du monde, nous referons le tome 3 de Je t'écris de Carcassonne. Vous êtes tous les deux à Busarac pour le 21? Non, je pense pas, non, on va rester chez nous, et puis je crois qu'on va boire un verre, parce que ça se fête quand même. On va faire ça en attendant à la porte du garage. Voilà, tout à fait. Alors la porte du garage, je vais vous la chanter de façon très très simple, comme ça, sans préparation, avec l'accent qu'avaient mes grands-parents. Et mes grands-parents, ils roulaient les airs, évidemment, et ils avaient le vrai accent de Narbonne, quoi. Alors je vais donc la chanter en leur mémoire de la sorte. Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils par son mari qui s'était enfui à la ville, dans une superbe Panhard et le Vassor qu'il conduisait en plein essor, lui écrivait ces mots d'espoir en pensant que peut-être un soir il reviendrait tout comme avant, au lieu de partir dans le vent. Je t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe auto. Il fera nuit, mais avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Nous partirons sur la route de Narbonne, toute la nuit le moteur vrombrira, et nous verrons les tours Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera. Le lendemain, toutes ces randonnées nous conduirons peut-être à Montauban. Et pour finir cette belle journée, nous irons nous asseoir sur un banc. L'épouvage, hélas, ne revint pas sitôt, escamoté par son nuage de poussière, courant partout, Nice, Paris, Paris-Bordeaux, sans se soucier de sa famille dans l'ornière. Il courut ainsi pendant plus de 40 ans, et puis un jour, tout repentant, il revint voir sa belle d'antan qui avait appris à ses enfants ce refrain que les larmes aux yeux, il répétait au de bon vieux. Ah, quel bonheur à la porte du garage, quand tu parus dans ta superbe auto. Il faisait nuit, mais avec l'éclairage, on pouvait voir jusqu'au flanc du coteau. Demain, demain, sur la route de Narbonne, tout comme jadis, heureux tu conduiras, et nous verrons les tours Carcassonne
se profiler à l'horizon de Barbera. Pour terminer ce voyage de poète et pour fêter ce retour du passé, nous te suivrons tous deux à bicyclette, en freinant bien pour ne pas te dépasser, en freinant bien pour ne pas te dépasser. Nous sommes retenus avec Robert parce qu'on avait envie de chanter avec vous, mais ça aurait gâché la prestation, Robert. Il y a une poésie qui traduit notre région, une belle histoire, c'est formidable, quoi. Absolument. Traîné était quelqu'un de formidable et l'interprétation qui vient d'être faite est bien dans la saveur de ce que faisait Traîné. Merci, Jacques Ibanez. Je répète que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Je t'écris de Narbonne », qui parcourt cette période de 1900-1918, qui a été une période très, très, très riche en événements. Hein. Très riche, très dense. Alors, l'année 1901, un moment extraordinaire, on va inaugurer les Halles à Narbonne. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Hein. Effectivement, alors c'est en fait le plus beau monument de la période de 1900 qui existe et qui soit encore très très vivace à Narbonne, avec les Dames de France qui sont un petit peu postérieures. Mais là, avec le XXe siècle qui s'ouvrait donc le 1er janvier 1901, nous avions effectivement le monument utilitaire sur le modèle évidemment des pavillons Baltard. Alors ce monument, évidemment, il a été construit en plusieurs années. Là, nous avons des photos qui sont très anciennes, on dirait presque des photos daguerréotypes, hein, mais qui montrent les travaux, même les travaux sous la neige. On voit la carcasse des halles, c'est assez extraordinaire. Et ce qui est également très étonnant, c'est que une année avant l'inauguration, le bâtiment était couvert et il y a eu une grande kermesse avec la muse des Halles qui a été élue une seule fois, qui a été élue, paraît-il, alors pour sa gentillesse et pour ses bonnes mœurs. Qui est en photo d'ailleurs. Elle est en photo, alors entourée par deux dames patronesses et on dirait une communiante, hein, en fait, une première communiante. C'était la première Miss Narbonne. C'était la première Miss Narbonne, on peut le dire comme ça, mais bon, elle n'était pas en maillot de bain, là. Hein. Bien sûr, et la fête pour les Halles a été quand même supérieure à la fête pour l'élection de la Muse. Ça a été extraordinaire. Hein. Ça a été des bals durant toute la nuit, donc ça a été vraiment effectivement une fête extraordinaire. Aussitôt, ça c'est une lettre de Léopold, bien entendu, ce sont toutes les lettres de Léopold que nous évoquons là maintenant. Aussitôt après, il y a une autre lettre de Léopold qui parle du vélo qu'il découvre et qui donne une première explication aux fameuses têtes plates. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, Léopold nous explique que les têtes plates, la première explication qui a été donnée, c'était à cause du vent, paraît-il. Hein. C'était les Biterrois qui disaient que... Oui, alors bon, les Biterrois ne sont pas toujours de bonne langue, hein. Et effectivement, nous sommes entre les deux et nous émettons sur Narbonne, donc. Alors, oui, je suis entouré de Biterrois, mais enfin, je n'ai pas peur, je le dis. Et effectivement, j'ai entendu très très souvent, y compris d'ailleurs par le petit-fils du cousin de Léopold, là, on se fait très souvent traiter de tête plate. Et parfois, on pourrait se demander pourquoi. Alors, il y aurait une explication. Alors, justement, dans une lettre de 1901 qui parle de vélocipède, je pourrais peut-être en citer quelques lignes, parce que Léopold signe dans un club de cyclistes, l'Auto-Vélo Club de Narbonne, et il fait la surprise d'une visite à son cousin Torinès en tenue de cycliste. Et alors voici le dialogue. Donc le cousin Torinès, Macarel, Léopold, tu viens de Narbonne comme ça? Oui. Et j'ai mis 1 heure à peine. C'est normal, tête plate. Tu avais le vent au cul. Tu seras moins fier au retour. Ces sacripants de Biterrois nous surnomment tête plate, tant le vent souffle fort. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Mais il y aura, ensuite, dans une autre lettre de Léopold, il y aura une explication pour cette tête plate. Absolument. Et qui est laquelle des deux est là? On peut la donner, puisque... on peut la donner, mais peut-être qu'on pourra lire un petit bout de texte, bien sûr. avec Tristan sur le sujet, ou on peut le faire tout de suite? Oui, tout de suite. Tristan va nous lire un petit bout. Alors là, c'est un rapport. On apprend ceci à l'occasion de la naissance du Racing Club Narbonnais,
Oui, il y a également, on le verra un peu plus tard, il y a de larges paragraphes qui sont consacrés avec de très belles photos au Racing Club Narbonnais à ses origines. Hein. Tout à fait. Et là, nous avons l'explication des têtes plates. Alors, on va lire ce texte-là, comme ça on aura l'explication. Jeudi 11 mars 1909. Ma chère sœur, dimanche dernier, à l'occasion de la visite du cousin Torrenès, nous sommes allés, tous les quatre avec Jacotte, sa femme et ma fiancée, assister à une partie de football-rugby au nouveau stade de la rue Maraussan. Les Grenats noirs, comme on les appelle, c'est la couleur de leur maillot, font merveille dans la région et ils battent régulièrement toutes les équipes, que ce soit celles de Lézignan, de Carcassonne et même de Toulouse. Je m'étais fait expliquer un peu les règles de ce sport pour mieux apprécier le match, et c'est vrai qu'une fois pris dans l'ambiance, on se régale. Robert, qui blague toujours, m'a dit que le Racing des Têtes Plates ne ferait pas le poids en face des Biterrois. Je lui ai répondu que nous les avions déjà battus. Et j'ai ajouté, « Dis donc, toi qui nous traites toujours de Têtes Plates, est-ce que tu sais au moins pourquoi ?» Eh oui, je te l'ai dit 20 fois, c'est à cause du vent qui souffle ici tellement plus fort qu'à Béziers. Tu te trompes, cousin, et je vais te la donner, moi, la vraie raison. C'est qu'à Narbonne, nous avons la seule fabrique de pointe à tête plate de la région, et on vient jusque de Montpellier pour en trouver. Avoue que je t'embouche un coin. Et à ce moment-là, comme pour enfoncer le clou, si j'ose dire, Couder, le fils du négociant, marqua un nouvel essai pour le Racing. Mais écoutez, c'est une explication que vous nous donnez. Hein. On veut bien la croire, on veut bien la prendre, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment l'explication pour savoir quel était ce surnom, qui l'avait donné et d'où il venait. C'est bien d'accord ? Tout à fait. Ben, c'était effectivement une grosse fabrique donc, qui fabriquait des pointes à tête plate. On va continuer sur les lettres de Léopold, et puis là, il y a une lettre qui évoque Charles Cros. Alors, Charles Cros. Charles Cros, un inventeur qui n'a pas eu de chance. Hein. Eh bien non, Charles Cros, effectivement, est un inventeur extraordinaire. Il n'est pas qu'inventeur, c'est un extravagant d'abord, mais pour être inventeur, je crois qu'il faut être un petit peu extravagant, en tout cas sortir des clous, sortir des normes. Et c'est également un poète, c'est quelqu'un qui était plus célèbre d'ailleurs à Paris qu'à Narbonne ou à Fabrezan, bien entendu. Et donc c'est l'inventeur du phonographe, seulement par malheur, oui, on n'a pas ouvert une nous sommes en France. Ouais. Et nous sommes moins rapides qu'en Amérique, il faut bien le dire. Et en France, donc, il dépose acquis de droit son invention. Et puis, l'invention reste dans un tiroir pendant plusieurs mois. Et il demande à ce qu'il y ait une petite accélération de cadence. Et lorsqu'on ouvre le pli et qu'on l'enregistre, on arrive quelque chose comme 2 jours trop tard. L'invention a déjà été prise par un nommé Edison. Alors là, il y a un tas d'histoires qui courent. Hein. Il paraîtrait que le Edison en question aurait eu des informations par un prêtre britannique qui aurait peut-être pu compulser d'ailleurs le dossier de Charles Cros. Enfin, ce sont des histoires assez sombres. Oui, mais enfin, qui peuvent être vraies, parce que les Britanniques, ils n'ont jamais été nos amis. En plus, le curé dans le coup, je pense que ce soit vrai. Il doit y avoir en tout cas beaucoup de vrai. Toujours est-il qu'il a été évidemment frustré de son invention. Et cette invention, donc le phonographe, connaît une expansion très 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 rapide. Et on n'hésite pas à utiliser le phonographe dans les endroits publics, par exemple dans les bars. Alors ça n'est pas très bon pour les troubadours, justement, parce que brusquement, on n'a plus besoin de musiciens, on met un disque et on a de la musique. On va danser avec, à Narbonne notamment, il y a un café qui est célèbre où on va danser, c'est bien ça, hein ? Absolument. On dansait dans de très nombreux établissements. Il y avait le Café Continental en particulier, qui se trouvait en plein centre-ville, tout près de la place de l'Hôtel de Ville. Ce que je pourrais proposer, puisqu'on a évoqué Charles Cros, peut-être de dire ici même son plus célèbre poème que tout le monde connaît, Le Hareng sort.
On va écouter Tristan qui va nous dire ce poème. C'est bien ça, Tristan? Ah, Tristan a perdu le un sort. On t'écoute. Il était un grand mur blanc. Nu, nu, nu. Contre le mur, une échelle. Haute, haute, haute. Et par terre, un hareng sort. Sec, sec, sec. Il vient, tenant dans ses mains Sale, sale, sale. un marteau lourd, un grand clou, Pointu, pointu, pointu. un peloton de ficelle. Gros, gros, gros. Alors, il monte à l'échelle Haute, haute, haute. et plante le clou pointu Toc, toc, toc. tout en haut du grand mur blanc. Nu, nu, nu. Il laisse aller le marteau, Qui tombe, qui tombe, qui tombe. attache au clou la ficelle, Longue, longue, longue. et au bout, le hareng sort. Sec, sec, sec. Il redescend de l'échelle, Haute, haute, haute. l'emporte avec le marteau, Lourd, lourd, lourd. et puis il s'en va ailleurs. Loin, loin, loin. Et depuis, le hareng sort Sec, sec, sec. au bout de cette ficelle, Longue, longue, longue. très lentement se balance. Toujours, toujours, toujours. J'ai composé cette histoire Simple, simple, simple. pour mettre en fureur les gens Grave, grave, grave. et amuser les enfants. Petit, petit, petit. Tu auras un prix à l'Académie Charles Cros, Tristan, un jour ou l'autre, si tu continues dans cette voie. Alors là, on va revenir aux lettres de Léopold, et puis, un moment extraordinaire pour Narbonne, aussi le passage du cirque Barnum Bailey, c'est quelque chose de moment fabuleux. Un cirque qui arrive comment? Il n'arrive plus avec toutes ces voitures, il arrive avec le train. C'est bien ça. Alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y avait en effet, alors le cirque Barnum était parti d'Amérique, des Amériques, comme on disait à l'époque. Les wagons et les locomotives avaient été embarqués. Il y avait 4 trains et 68 wagons, avec un chargement très très important. Tous les animaux sauvages que l'on peut imaginer, et aussi un grand nombre de personnes. Il y avait 1000 personnes qui accompagnaient ce charroi. Et parmi ces 1000 personnes, il y avait beaucoup de curiosités. Alors il y avait des monstres, on peut dire. Il y avait des hommes squelettes. Il y avait des pygmées. Il y avait toute une faune, comme on disait à l'époque, car il ne faut pas oublier que les pygmées, les noirs, étaient souvent derrière des barreaux. D'ailleurs, bien des années après, il y a eu le village nègre qui s'est installé à Narbonne, et le succès a été tel qu'il est resté 3 semaines durant au bord de la Robine, sur le quai Victor Hugo, et tous les Narbonnais, et sans doute les gens des villages environnants, sont venus voir ces animaux étranges, comme on disait à l'époque, qui étaient donc les Africains. Ça semble incroyable, mais c'était vrai. Et d'ailleurs, ça s'est bien passé aussi à Paris, où ils se trouvaient dans le jardin d'acclimatation, et on venait les voir, et ils étaient derrière des barreaux, quoi. C'était quelque chose d'ahurissant. Épouvantable, en plus. D'ahurissant, d'épouvantable, mais c'était ainsi considéré. Et toutes les anomalies étaient considérées comme des attractions, la femme à 2 têtes, etc. La fameuse revue nègre, voilà, avec Joséphine Baker. Voilà. Et donc, alors ces attractions tout à fait étonnantes faisaient accourir le monde. Alors il n'y avait pas que le cirque Barnum et Bailey, qui était effectivement le plus grand cirque du monde à l'époque. Il y a eu aussi la fameuse tournée de Buffalo Bill, donc Bill Cody, qui est venu avec ses cow-boys et ses Indiens et ses Indiennes. On voyait même des femmes tirer à la carabine et monter à cheval, ce qui était extraordinaire. Et donc la population venait se divertir avec tout cela, quoi, avec cet exotisme. Des lettres de Léopold, j'en ai compté 43. Alors on va pas pouvoir les passer toutes les 43. Certes. Et en plus, on a envie de dire à nos auditeurs, il faut les découvrir, il faut acheter ce livre, il faut le voir. C'est un très beau cadeau pour les fêtes de Noël.
il le faut dans votre bibliothèque, il faut surtout à vous, amis narbonnais qui nous écoutez, mais aussi les Biterrois. On va donc essayer de sauter un certain nombre de paragraphes. On va quand même parler du Tour de France, parce que le Tour de France, c'est un moment important pour Narbonne. Hein. Oui, tout à fait. Alors le Tour de France, au départ, vous savez, en 1903, c'était un non-événement, bien entendu. Il avait été organisé par un journal sportif. Et on ne savait pas du tout si ça durerait une année. L'Auto, précisons-le, qui était l'ancêtre de l'équipe. L'Auto, tout à fait, oui, l'ancêtre de l'équipe. Et on ne savait pas si ce périple de seulement 6 étapes, on faisait le Tour de France en 6 étapes, pourrait perdurer. Et il se trouve que, chose extraordinaire, de 1900 à 1914, donc pendant toute la durée de la période qui est évoquée, chaque année, le Tour de France s'est arrêté, n'a pas fait étape, parce que les étapes étaient très longues, mais il y avait des points de contrôle. Et donc le Tour de France s'arrêtait puisqu'il fallait que les coureurs signent un contrôle sur une table. Alors c'était la foire d'empoigne, parce qu'il y avait un stylo et une table. Donc les coureurs arrivaient. Alors la première année, en 1903, il n'était qu'une soixantaine, donc c'était Guérin notamment, c'était facile. Mais donc ils se sont arrêtés à Narbonne toutes les années durant cette première partie du XXe siècle. Et dans la lettre de Léopold, il venait de Marseille. Absolument. Alors justement, c'est ce que raconte Léopold dans sa lettre du vendredi 10 juillet 1903. Ma chère Antoinette, depuis le début du mois, se déroule dans notre pays un événement sportif sans précédent. Je veux parler du Tour de France organisé par le journal L'Auto. Au magasin, on ne parle que de cela et on s'enflamme. La soixantaine de coureurs qui ont pris le départ de cette épopée ne sont pas des hommes, ce sont des titans. Faire un Tour de France de 2500 km en 6 étapes est une aventure qui dépasse l'entendement. Ils sont partis aux portes de la capitale le 1er juillet dans l'après-midi, ont roulé toute la nuit et sont arrivés le lendemain à Lyon. L'étape faisait près de 500 km. Après 2 journées de repos, ils sont repartis de Lyon et ont rallié Marseille. Et hier matin, à 9h15, nous étions assez nombreux à scruter, venant de Béziers, l'arrivée d'un petit groupe de coureurs précédés d'une automobile et enveloppés d'un nuage de poussière. Je m'étais placé du côté de la gare, car il y avait un point de contrôle à l'hôtel de l'Univers. De voir arriver ces cyclistes déboulant à plus de 25 km/h, j'ai une de ces émotions. Ils avaient déjà 268 km dans les jambes et avaient roulé toute la nuit. Le premier à signer a été le porteur du brassard vert, c'est-à-dire le premier du classement général. C'était Maurice Garin, le meilleur coureur du moment, qui a déjà un beau palmarès à son actif. Il n'est pas très grand, mais résistant et fort véloce. 3 autres échappés ont signé juste après lui. Ils se sont tout de suite remis en selle et ont filé vers la place des Pyrénées. C'était inimaginable à notre époque. Ahurissant, 268 km en pleine nuit, avec des lanternes donc. Avec les bicyclettes de l'époque. Avec les bicyclettes qui pesaient environ 25 kg, sur des chemins qui étaient des chemins de terre, évidemment, c'était pas macadamisé. C'était vraiment, comme le dit Léopold, des titans, des athlètes complets. Et moi qui ai été coureur cycliste, j'ai la plus grande admiration pour ses ancêtres. La prochaine lettre de Léopold, alors, il y a une anecdote extraordinaire. C'est l'histoire des chevaux, l'histoire de ce cheval qui va s'arrêter devant le bistrot quand il transporte le corps de son propriétaire, parce qu'il était habitué à l'amener tous les jours au bistrot. Ça fait partie aussi de la vie narbonnaise, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout à fait. Et puis alors, on va arriver à la première évocation de la viticulture. La visite de Combes, le président du conseil, quelqu'un d'anticlérical que devait aimer particulièrement Féroul. Absolument. Oui, d'ailleurs, il l'avait reçu quelques années avant. Alors, on l'appelait après le petit père Combes, grand pourfendeur de curé. Je comprends. Et qui a été à l'origine de la loi de séparation des églises et de l'État. Parce que maintenant on dit de l'Église et de l'État. Non, c'était des églises, c'était toutes les églises.
ce qui signifiait simplement que l'on séparait le laïque du spirituel. Et qui par la suite va avoir aussi des événements assez perturbants sur Narbonne. Hein. Oui, quelques années plus tard, sur une autre lettre. C'était des événements assez croquignolesques, on peut dire. C'est là qu'on voit qu'effectivement, nos ancêtres avaient le sang chaud. C'était la cagoule qui était ressortie. Et puis, une autre lettre importante dans l'histoire du Midi, dans l'histoire de Narbonne, l'arrivée du phylloxéra. Eh oui, tout à fait. Alors, le phylloxéra, ça a d'abord été un grand bonheur pour la région, puisque le phylloxéra a atteint les régions du Nord. Donc, nous avions été épargnés et nous vendions très bien notre vin. Malheureusement, le phylloxéra a gagné petit à petit les régions du Sud. Et donc, la catastrophe à ce moment-là, la catastrophe est arrivée. Alors, elle est arrivée non pas d'un seul coup, petit à petit. D'abord, c'était déjà en 1902, 1903, on a commencé à en parler. Il y avait eu des investissements considérables qui avaient été menés parce qu'il y avait une grande expansion de la vigne à la fin du 19e siècle et au tout début. Mais très rapidement, on a vu que bon, ça n'allait pas durer. Et donc là, il y a eu des ruines des maisons qui ont été ruinées effectivement, et des comités de défense se sont réunis, mais très rapidement divers facteurs font que la mévente arrive. La mévente arrive et la maladie s'installe, et donc là il y a des catastrophes en perspective. Il y a crise, on peut le dire, il y a crise qui se déclenche, et puis cette crise, malheureusement, elle tombe toujours sur les mêmes, c'est-à-dire les ouvriers agricoles, qui vont être obligés à un moment donné aussi de rentrer dans une lutte pour s'opposer à ces propriétaires terriens qui ne les payaient plus. Exactement, alors ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. D'abord c'était les débuts du syndicalisme. Dans les années 1904-1905, les ouvriers, les prolétaires se sont rendus compte que s'ils se réunissaient, ils seraient beaucoup plus forts que s'ils restaient dans leur coin. Et à ce moment-là, il y a des grèves très importantes qui parfois duraient plusieurs mois, qui naissent de ci, de là. Il faut savoir que les gens travaillaient 10, 12, 15 heures par jour. Les ouvriers coiffeurs, par exemple, qui étaient assez nombreux sur Narbonne, ça c'était une grande surprise pour moi, étaient obligés de travailler jusqu'à 10 heures le soir, y compris le dimanche. D'ailleurs, presque tout le monde travaillait le dimanche. Et pour que les patrons lâchent la journée du dimanche, il a fallu des luttes de plusieurs années et des grèves de plusieurs mois. Qui se sont reproduites par la suite, parce qu'on faisait travailler les vendangeurs le dimanche jusqu'à ce qu'il y ait une loi, la loi Balligère, qui tout à fait. Ça. Alors pour les vendangeurs, il y avait même des choses absolument scandaleuses. On voyait certains patrons qui recrutaient le matin à un certain tarif. Alors il y avait le tarif et il y avait des bouteilles de vin. À midi, le tarif avait diminué, pour la même journée, hein. Le tarif avait diminué et le nombre de bouteilles de vin aussi. Et le soir, c'était encore un autre tarif, un tarif de misère. Il y avait vraiment des abus qui n'étaient pas sanctionnés. Jacques, si vous repreniez la guitare. Allez. Alors quand Jacques va chercher sa guitare, Robert, nous sommes en tête à tête. Robert, je pense que vous êtes content de ce livre, non ? C'est du bonheur. C'est du bonheur. Déjà, la manière dont il est reçu sur Narbonne. Nous avons présenté ce livre dans les locaux de l'Office du tourisme, et je dois dire que la mairie de Narbonne nous a donné un petit coup de main et nous leur en sommes reconnaissants. Et nous nous sommes aperçus que ça touchait les gens aux tripes, si j'ose dire, parce que c'est leur histoire. Ça va chercher les souvenirs de famille. Bon, on a tous vendangé, on a tous passé nos enfances dans les vignes aussi. Quand on parle de la peine des vendangeurs, des ouvriers qui étaient hyper exploités à l'époque, de la puissance de l'Église aussi, on se rend compte que c'est la petite histoire qui rejoint la grande, et c'est les bouleversements, les évolutions de la société c'est vraiment un qui livre étaient en marche. C'est vraiment un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire, c'est vrai. C'est un livre d'histoire qui mêle la petite histoire à la grande, oui. Mais tous les grands événements qu'on a connus dans notre région sont évoqués à travers cette ville de Narbonne et à travers toutes les cartes postales. Parce qu'il faut dire quelque chose, Robert, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la photo comme nous la connaissons aujourd'hui.
dont tous les événements étaient reproduits sur carte postale. Voilà, tout à fait. Donc, on doit être très reconnaissant envers ces photographes qui faisaient absolument le reportage du quotidien, qui photographiaient les carrefours, les charrettes à chevaux, les vendangeurs, les usines, etc. Et ces gens-là nous ont laissé des traces merveilleuses. Et aujourd'hui, c'est toujours une émotion de regarder une photo de l'époque et le regard, l'attitude des gens qui sont photographiés, quoi. Il y a quelque chose d'énorme. Est-ce que les gens étaient en émotion par rapport à l'inquiétude ou à la nouveauté de l'appareil photo dont on ne savait pas de quoi ça révélait? Il y avait un petit mystère et donc c'est très émouvant de voir les photos de groupe et les photos de famille de l'époque. Jacques, qu'est-ce que vous allez nous chanter? Alors nous avons évoqué le rubis, je ne peux pas faire autrement que de chanter. Alors une chanson, il se trouve que la première chanson était dédiée à mes grands-parents, celle-ci elle sera dédiée à un cousin, c'était un cousin de mon père, qui était un chanteur assez renommé dans la région et même en France, c'était Henri de Villerouge. Alors Henri de Villerouge, il a été connu par tous les Français à une certaine période de notre histoire rugbystique, parce que du temps du tournoi des 5 Nations et de Roger Coudert, pendant plusieurs années, avant chaque match du tournoi, il y avait cette chanson d'Henri de Villerouge, Narbonnais. Sur le terrain, tout en noblesse, on refute en serrant les dents, à la méthode bayonnaise, ou sur le rythme catalan, le demi a transmis la balle, l'ouverture vient de percer, de main en main volent nos balles, l'ailier déborde, et c'est laissé, chez nous de Narbonne à Paris, sous le ciel bleu de notre beau pays. Chez nous du nord jusqu'au midi, en naissant nous aimons le rubis. De l'Angleterre à l'Australie, nous triomphons dans tous les grands derbies. Sur tous les stades il fait la loi, notre vaillant et valeureux coq gaulois. Le jour de la grande finale pour la conquête du trophée, c'est la lutte franche et loyale devant le glorieux bouclier, et les chorales qui acclament le grandiose essai victorieux allument dans les cœurs la flamme des maillots blancs, des maillots bleus. Chez nous de Narbonne à Paris, sous le ciel bleu de notre beau pays. Chez nous du nord jusqu'au midi, en naissant nous aimons le rubis. De l'Angleterre à l'Australie, nous triomphons dans tous les grands derbies. Sur tous les stades il fait la loi, notre vaillant et valeureux coq gaulois. Une belle chanson. Vous la connaissez, Robert? Je l'apprécie, c'est Jacques qui me l'a fait découvrir et évidemment que s'il évoque Roger Coudert, dont on a suivi les matchs, s'il évoque les émotions que nous avons eues avec le rugby, que nous avons pratiqué gamin dans les écoles, cette fraternité, ce beau sport magnifique de partage, c'est émouvant, cette chanson, cet hymne est magnifique, quoi. Alors, cette chanson est émouvante, comme vous le dites, Robert. Elle évoque justement l'amitié, elle évoque la convivialité, elle évoque tout ce qu'amène le rugby. Mais il y a une lettre de Léopold qui pourrait être d'actualité, c'est celle qui invoque l'insécurité, le racisme. C'est quelque chose... C'est quelque chose de sidérant. De même que déjà en 1900, aux environs de 1900, nous étions soumis aux décisions de Bruxelles, c'est ainsi que l'indique la presse, hein. De même, effectivement, l'insécurité que l'on croit être une nouveauté de ces dernières années, l'insécurité régnait dans une petite ville qui paraissait assoupie et très calme. Et effectivement, il y a dans une des lettres de Léopold une véritable panoplie de tous les faits divers. Alors ça va du vol à l'étalage, vol à la tire, les pickpockets, les crimes en plein jour, et puis le braconnage, enfin toutes choses qui sont de toutes les époques, contrairement à ce que l'on croit aujourd'hui. Alors simplement, autrefois, je le dis tout net, les Arabes d'aujourd'hui, c'était les Espagnols.
Mais oui, justement, il y a quand même, on évoque un acte de racisme contre les Algériens. Alors il y a un acte de racisme pour quelqu'un qui était effectivement qui a eu le malheur de naître en Algérie, et puis les Espagnols étaient traqués. Alors je ne vous parle pas des gitans évidemment, qui n'avaient pas droit de citer à Narbonne, et qui étaient accablés de tous les maux, comme aujourd'hui d'ailleurs. Il n'y a sur ce plan-là rien de nouveau. Et puis horreur des horreurs, on stigmatise la prostitution. C'est quand même quelque chose aussi d'incroyable. Alors absolument. Il faut savoir qu'il y avait un très grand nombre de maisons closes à Narbonne à l'époque, puisque c'était légal. Il y en avait vraiment un très grand nombre. Par exemple, rien que dans la rue Mosaïque, il y avait trois de ces établissements spécialisés. Alors on va quand même sauter, parce que le temps passe très vite. Vous savez, ce livre, on voudrait l'éplucher page par page, photo par photo, texte par texte. On va arriver à un moment très compliqué, très difficile pour notre région. C'est l'arrivée des grands événements avec Marcellin Albert au départ. C'est évoqué également, largement évoqué. Tout à fait. Alors là, il y a trois lettres qui évoquent ces événements. Je ne crois pas forcément utile d'en parler aujourd'hui, ici même, pour la bonne raison que c'est un épisode quand même qui est fort bien connu de la plupart des gens de la région. Tout ce qu'on peut dire par rapport au livre, c'est que il y a dans ce livre-là des documents qui n'ont jamais été vus. Ce sont donc des documents qui ont été sauvés du pilon et qui sont des documents officiels. Entre autres, il y a les télégrammes du sous-préfet qui indiquent la façon dont Ernest Féroul a remis son écharpe tricolore lorsqu'il a décidé de démissionner avec d'autres maires des environs de Narbonne. Alors il y a disons la Vox Populi qui a en mémoire le souvenir d'un maire rouge qui balance du haut de l'hôtel de ville son écharpe parmi la foule, chose qu'il a peut-être faite. Il y a la photo d'ailleurs. Il y a d'ailleurs, c'est plus exactement une illustration oui. Du journal L'Illustration, d'ailleurs, une illustration très grandiloquente comme on les faisait à l'époque et haute en couleur. Et puis il y a le rapport du sous-préfet qui indique que Ernest Féroul, loin de vouloir haranguer les foules et les inciter à l'insubordination, a réclamé au contraire le calme. Il y a aussi, parmi les documents intéressants et totalement inédits, le rapport d'une des taupes, là, parce qu'il y avait toujours des espions, évidemment, dans la foule, et deux d'entre eux sont reconnus et ont failli être lynchés. Et donc il y a le rapport de l'un d'entre eux qui raconte comment son camarade a été balancé dans la robine et a essuyé d'ailleurs un feu nourri qui heureusement ne l'a pas atteint. Et ça c'est vraiment un document, un petit rapport comme ça écrit au crayon violet, un premier rapport de première main d'un grand intérêt historique et qui est un document totalement inédit. Le retour de Marcellin Albert, la haine contre Clémenceau. La haine contre Clémenceau, parce que Clémenceau, lui, a refusé le dialogue. Il a fini par prendre le maillon faible, disons, c'est-à-dire Marcellin Albert, et comme le dit très bien Léopold, pauvre Marcellin Albert a été roulé dans la farine. Et donc est revenu bredouille, quoi, avec 3 fois rien. Et puis il y a eu l'emprisonnement de Féroul. Et sa sortie de prison. Et enfin, on a décrété quand même, alors là, il a fallu qu'il y ait plusieurs morts pour que l'on décréta que le vin était composé était un jus de raisin fermenté. Parce qu'on y mettait tellement de choses dans le vin. Ça aussi, c'est une des raisons, évidemment, de cette révolte, raison principale même. C'est qu'il y avait des vins frelatés. Quand Clémenceau a été déchu, si l'on peut dire, on a fêté ça à Narbonne. Hein. Ah, ça a été une grande fête, effectivement. Alors, on va parler aussi rapidement, parce que là, on a bien avancé dans le livre. Et bien, il y a tellement de choses à dire. Chaque épisode mériterait qu'on s'y attarde de longs moments. Les arènes de Narbonne, avec les arènes qui ont été les arènes où on a donné des spectacles taurins, et puis des spectacles d'opéra. Oui, alors ça c'est assez étonnant parce que ces arènes avaient été édifiées à la fin ça n'a rien à voir avec les arènes de la cité gallo-romaine. Elles avaient été construites en bois, en un lieu qui subsiste encore, c'est le boulodrome actuellement, le boulodrome municipal. Et donc des spectacles taurins étaient donnés chaque semaine.
Et exceptionnellement, de temps en temps, il y avait des opéras. Alors entre autres, le grand du moment, c'était Massenet, enfin en tout cas qui avait la faveur des Narbonnais, puisqu'il y a eu plusieurs opéras qui ont été représentés. Et donc on a représenté en plein air un spectacle Hérodiade de Massenet. Et là aussi on a de superbes photos avec une foule qui était assez nombreuse, évaluée à 5000 personnes, avec les chapeaux de l'époque évidemment. Et on voit donc cette scène en carton-pâte montée en plein cœur de la ville. Léopold s'est marié entre-temps. Léopold se fiance. Il se marie avec une violoniste. Il a même un enfant. Et une violoniste d'ailleurs dont on va parler par la suite, puisqu'elle va donner des concerts, notamment à l'abbaye de Fontfroide. Tout à fait. Avec Gustave Fayet aussi. Oui, également. Tout à fait. Alors ils ont eu la chance de cette Marie, donc l'épouse de Léopold, avait un oncle qui connaissait très bien Monsieur Fayet, donc le propriétaire de Fontfroide. Et ils sont invités à une période où Odilon Redon, le grand peintre, était présent. Alors là, nous avons d'ailleurs des photos très intéressantes aussi, où on voit donc la famille Fayet au grand complet avec le peintre Odilon Redon. Ce sont des archives familiales qui ont été gracieusement confiées par la famille de Fontfroide. Un moment important aussi pour Narbonne, on a fait un événement important, c'est la venue de Védrine. Ah, alors Védrine qui vient chercher une... Mais ce n'est pas que pour Narbonne, c'est pour toute la région. Et là, c'est extraordinaire, parce qu'on en parle pendant 3 mois de cette arrivée de Védrine qui va survoler donc l'Aude. Alors déjà, il était à Toulouse, il était dans le sud de la France, Bordeaux, Toulouse, etc. Et effectivement, il y a un événement que peut-être... il date de 1911, cet événement, et on va peut-être donner une rapide lecture. Alors là, c'est vraiment un court extrait de la lettre est assez longue, c'est même la plus longue du livre, parce que c'était un événement incroyable. Ça a duré 3 mois dans la presse et il y en avait 2 pages chaque jour. Il faut dire que Védrine était venu chercher une consécration politique dans la région. Alors ça, on ne le savait pas à l'époque, en 1911. C'est l'année suivante, quand on l'a revu, effectivement. Mais là, pour le moment, il était tout à son monoplan. Et voilà ce que dit ce qu'écrit Léopold à sa sœur. Donc c'était le dimanche 23 avril 1911. Ma chère Antoinette, depuis plusieurs semaines, un nom était sur toutes les lèvres, celui de Védrine. Ce brillant chevalier des airs devait en effet passer au-dessus de notre cité à bord de son monoplan. Le 1er avril, le champ de Mars était noir de monde, à midi. Les marchands de bonbons et de cacahuètes n'ont pas perdu leur temps. Hélas, le vent soufflait trop et il fut décidé de reporter l'événement au surlendemain. Le 3 avril, donc, la population était prête, mais le vent toujours aussi violent. Le vol fut reporté au 8, puis au 9. Arrive le 10 avril. Védrine décide de partir au petit matin. Son avion s'élève jusqu'à 1500 mètres et il file à la vitesse vertigineuse de 160 km à l'heure. Mais rien à faire. Le vent était le plus fort et il doit rebrousser chemin. Sur le coup de 6 heures, le vent se calmant un peu, il redécolle. Et 35 minutes plus tard, enfin, Védrine apparaît au-dessus de Narbonne sous le regard d'une foule criant sa joie et applaudissant avec enthousiasme. Le voici qui traverse la Robine et longe les boulevards. E che sacco che s'entendi in la brumo, che sa che il bruciel sa un sen plumo, che fa tuf tuf, che ronflo e che fumo, monto de sen e biro como bol. Le caplebat nostre pople frisudo, cerco da cels che potessa quel fol. Mes como ben de rebes narbuno, canta plegar a gagnol. Aco che brunzino, es le mutur de Vedrino, caccia versus macino, filo cum un rat la 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 la, parei all'esclaire, a chi es assura faire, semblo che nado din l'aire, cum un passerat.
quelqu'un dans le studio qui vient d'arriver, qui l'a chanté en même temps que vous, c'est notre ami Christian Mougala. Christian, tu vas être content, là, parce que dans cette lettre, une future lettre de Léopold, il évoque le premier titre du Racing Club Narbonnais, champion du Languedoc. Oui, c'était en 1911. 1912. 1912, peut-être. 1912. Oui, saison 1911-1912. Et dans ce Racing Club Narbonnais, on a vu sa naissance, c'était maintenant sa pleine gloire, pratiquement. Alors en fait, il est né la pire année de Narbonne, hein, c'était l'année 1907, et puis très rapidement, il prend son essor, effectivement, et son premier grand titre, c'est celui de champion du Languedoc durant donc à la fin de la saison 1911-1912. En 1913, Léopold va évoquer l'arrivée du tango à Narbonne. C'est un moment important, ça aussi, le tango. Alors le tango arrive partout en France. Avec ce gramophone. Juste avant le début de la Grande Guerre, c'est sûr. Et la guerre, voilà, vous venez de prononcer le nom. La guerre va être la fin du livre. On va évoquer cette guerre avec des moments douloureux, avec. Et oui, alors la guerre, c'est la fin d'une époque insouciante, comme disent les historiens, où effectivement parce qu'il y avait quand même des choses très dures, des luttes sociales, mais il y avait aussi des grandes fêtes, et en particulier une vie culturelle et artistique très très intense. Pour vous donner un exemple, à l'Alcazar Théâtre, qui était le lieu où tout Narbonne se retrouvait, il pouvait y avoir dans une même semaine 5 opéras différents joués 5 soirs de fil. On a du mal à imaginer aujourd'hui un tel foisonnement dans une ville minuscule. Cette guerre également, à un moment donné, Léopold évoque la vérité du front, qui n'est pas du tout celle que la presse... Et oui, parce que... Alors déjà, la presse, ils n'ont rien vu venir. 8 jours avant le début de la guerre, il n'est question que de l'affaire Stenlen, qui défraie la chronique, donc un crime passionnel. Et il n'est absolument pas question de guerre. On apprend effectivement qu'un archiduc a été assassiné du côté de Sarajevo, mais ça passe quasiment inaperçu dans la presse. Bien entendu, des gens devaient être au courant, et entre autres le grand Jaurès, qui 2 jours avant la déclaration de guerre, et juste la veille de son assassinat, écrit dans le journal, dans la Dépêche du Midi, dont il était de temps en temps rédacteur occasionnel, écrit c'est son testament en quelque sorte, une page absolument magnifique qui est publiée à la une du journal, et qui indique, il dit, mais ce n'est pas possible, nous sommes arrivés au fait de la civilisation, nous sommes des êtres intelligents, il est impensable de basculer dans la guerre. La guerre, c'est pour les barbares. Mais nous sommes trop intelligents pour cela. 2 jours après, très précisément, il est assassiné dans un café à Paris, et la guerre est déclarée. Et cette guerre, vous savez, devait durer, c'était au mois de juillet, elle devait se terminer à la fin de l'année, hein, puisque les Piou-Piou devaient rentrer fêter Noël avec la victoire et l'Alsace-Lorraine en poche. Oui, ça a duré malheureusement 4 ans. Qu'est-ce que évoque encore Léopold? Ils vont invoquer, ce qui n'arrive jamais, une guerre entre la chambre de commerce et la mairie. Ça arrive jamais. Ah oui, ça bien sûr, oui. Surtout quand il y a des mairies de gauche. Ça arrive jamais. Alors les querelles intestines, évidemment, elles sont de toutes les époques. Et là, c'est très drôle, parce que c'était un petit peu avant, c'était en 1912, avec le fameux banquet des hommes libres. C'est-à-dire qu'on doit construire, alors vous savez, c'est Clochemerle, quoi. On doit construire un nouveau bureau de poste. Pour ce bureau de poste, le président de la Chambre de commerce de l'époque connaissait très bien le ministre du Commerce, et donc invite directement le ministre du Commerce à Narbonne sans prévenir le maire. Bon, ce qui n'était pas très élégant, enfin il ne devait pas être trop copain sans doute. Et donc ils font un banquet, parce qu'il ne peut pas y avoir de réunion sans bonne bouffe quand même. Et du coup, la municipalité, donc Féroul en tête, décide de s'installer sur les barques, de monter un banquet républicain dans la plus grande tradition aussi, et d'attendre la sortie du ministre et du président de la Chambre de commerce, pour leur montrer qu'ils sont bien aussi présents, mais qu'ils sont libres, quoi. Et ça, c'est un épisode tout à fait digne d'un vaudeville. Alors, en même temps, dans cette lettre, Léopold évoque les vols. Il y avait des vols déjà à cette époque-là, et puis il évoque la pédophilie également. Hein. Oui, alors on croit... Alors,
y compris d'ailleurs les curés pédophiles. On s'imagine que c'est de notre époque. Alors évidemment, en lisant la presse, je me suis rendu compte que ces choses-là étaient, on va pas dire courantes, mais elles existaient comme elles existent toujours, bien entendu. Alors il y avait une très forte homophobie, bien entendu, à cette époque. Il faut pas oublier quand même que les homosexuels ont été passibles du bûcher jusqu'au XVIIIe siècle. Hein. Donc alors là, quand on en pinçait deux au bord de la robine, on leur faisait leur fête. Ils le seraient encore si on écoutait certains. Absolument. Heureusement qu'on les écoute pas. Absolument. Cela dit, on arrive à la fin du livre. Alors Alcide, le mari d'Antoinette, sa sœur, son beau-frère, est mort, malheureusement, à la guerre. Tout à fait. Disons que, comme beaucoup, évidemment. Alors Alcide, c'est un personnage dont il est quelquefois question, hein, parce que c'est le mari d'Antoinette, donc le beau-frère de Léopold. Alors quelquefois, il fait des allusions à Alcide. Enfin, il en parle de temps en temps. On voit qu'Alcide, d'ailleurs, a une progression dans sa carrière. Au départ, c'est un ouvrier, ajusteur, et qui arrive à devenir contremaître. Donc, c'était la montée progressive dans l'échelle sociale. Il a 2 enfants, et puis il part au front, tout comme Léopold et tout comme tous ses contemporains, et lui malheureusement disparaît. On ne l'a pas dit tout au début, mais Alcide va à la messe et Antoinette n'y va pas. Et là-haut en Franche-Comté, c'est pas très bien vu tout ça. Absolument, absolument. Et il est protestant. Bien, écoutez, on arrive à la fin de ce livre. Vous nous aviez promis quand même de nous interpréter des chansons de l'époque. Ah oui, alors peut-être pas intégralement, mais peut-être. Non, mais voilà. Je vous propose 1 ou 2 couplets. Peut-être alors chanson d'époque. Alors là, oui, c'était une chanson chantée par Mayol. Voilà. Alors le grand Mayol. Alors Mayol, il faut savoir que c'était le Johnny Hallyday de l'époque. Et il est venu au moins 3 fois à Narbonne. Mais il partait pas en Suisse, lui. ce qui est totalement différent aujourd'hui. Absolument. Alors il chantait des chansons de 1900. Alors c'était souvent des choses légères, pour ne pas dire niaises, et souvent polissonnes. Alors en particulier le grand succès des années 1902-1903, et c'est en rapport avec les vendanges aussi, on peut dire d'une certaine façon, c'était le Petit Panier. Alors je vais vous en chanter, 2 couplets. On vous écoute. Ninette, ma Ninette, viens donc vendanger. Prends ta petite serpette, ton joli panier. Vois le soleil brille sous les échalas. Partons ma gentille, ne retardons pas. Ah, l'envie me démange d'aller en vendange et de grappillonner dans ton petit panier, sous la mousseline de ton jupon blanc, mon amour devine un trésor charmant. Viens sous la coudrette, tous deux aimons-nous, je te ferai, Ninette, un plaisir bien doux. Ah, l'envie me démange d'aller en vendange et de grappillonner dans ton petit panier. Alors il y a comme ça 6 ou 7 couplets. Ça nous rappelle les vendanges, Robert. Ouais, c'est vrai, on appelait ça capounet, je crois. Oui, capounet. Les filles, quand elles avaient oublié quelques grains de raisin, c'était l'occasion extraordinaire de Vous avez une autre petite chanson, je crois. Alors, très courte également, puisque là on est arrivé. 2 couplets. Alors là, c'est la chanson emblématique de la ville de Narbonne, La Jaquetou, de Maxime Rajol et Émile Goutaré. Narbuno che stan plaçat entre la mare e la Garigo, produits de tota voluntat, l'uli l'umel, l'ubi la figo, sun sulel d'orba fatto bu, e su nobilo cunescedo, tu demores Jaquetou,
bei fai 20 ans que sios nascedo, tu demores ja que tu, bei fai 20 ans que sios nascedo, ton bel visatge me frappet, lo premier cop que te vegeri, la neit lo giur ton bel portret, davant mussels tu giurageri, siogue de buru de ciutat, es-tu la plus bello mudisto, tabeschi conses destracat, digneu de sempei que t'hai visto, tabeschi conses destracat, digneu de sempei que t'hai visto. Eh bien, écoutez, merci. Merci d'être venu nous rencontrer. On ne va pas parler de la fin du livre. On va pas en parler, on va laisser à nos auditeurs le soin de la découvrir. Ce livre, Robert, on le trouve... On le trouve dans toutes les bonnes librairies, donc quelques points presse, donc... à Narbonne, bien entendu. Bien entendu, à Béziers également. Oui, à Béziers, même Carcassonne aussi. Il n'y a rien de prévu comme signature sur Béziers? Non, les signatures ont été faites par Jacques, là, donc peut-être que nous improviserons quelque chose, mais rien de prévu pour le moment, hein, Jacques? Non, alors moi j'ai personnellement un spectacle, une lecture spectacle autour de ce livre qui a été donné à plusieurs reprises dans différentes associations et que j'espère pouvoir produire un jour dans des médiathèques où donc il y a des extraits du livre, et puis associé à ces extraits un certain nombre de chansons, il y en a 15 ou 16, un certain nombre de chansons en rapport plus ou moins direct avec le texte, et qui en principe donne envie de se replonger un petit peu dans cette époque, qui est une époque vraiment fabuleuse. Et je pense que nous avons d'ailleurs des leçons à tirer de cette époque. Et elle est quand même toujours bien présente en nous, d'abord parce que nous avons le souvenir de nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, d'une part, et puis les traces sont encore très perceptibles, bien sûr, dans les rues, dans les monuments, dans le tracé des villes mêmes. Donc cette époque 1900, il y a 100 ans, c'est pas si vieux que ça, c'est encore très très proche de notre quotidien. Écoutez, en tout cas, merci à vous trois. Dans ce spectacle, Tristan est bien présent. Hein? Bien entendu, Tristan participe. Mais vous savez, en 1900, on faisait travailler les enfants, donc vous voyez qu'il n'y a absolument rien de changé. Il n'y a rien de changé. Bien, merci Jacques Ivanès. Merci Robert Taurine. Merci à toi aussi, Tristan. Merci. Cette émission, il y aura un petit jeu après l'émission, hein, puisqu'il y a quelques livres à gagner. Philippe vous fera part de ce jeu, et puis vous téléphonez à Radio Ciel Bleu au 04 67 37 89 89. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.